Bonsoir à tous, nouveau numéro de Putsch Live ce soir, l'émission de Putsch Média. Merci à tous d'être là. C'est une émission qui se fait une nouvelle fois sans passe sanitaire. Et j'ai vu que notre cher chef de l'État était chafouin ce soir parce qu'apparemment son passe sanitaire a fuité après celui de Jean Castex, Premier ministre en chef. Donc voilà, mauvaise nouvelle pour Emmanuel Macron. Mais on voit qu'effectivement, tout ça, ça pose la question de la sécurisation de nos données après les fuites de plus d'1 million de gens qui ont fait des PCR et des antigéniques il y a quelques jours à Paris. Voilà une nouvelle fuite pour notre chef de l'État qui d'ailleurs en veut apparemment au système et à certains soignants. Ceci étant dit, je vous présente ce soir mon invité, Rémi Tell. Bonsoir Rémi, comment tu vas? Bonsoir Nicolas, très bien et très heureux d'être sur Putsch Media. Merci beaucoup de m'accueillir. C'est normal, ici c'est les voix dissidentes, les jeunes pousses que j'aime bien appeler les jeunes pousses, ceux qui commencent à parler franc jeu. On parlera d'ailleurs LCI, hein, tu as été un peu balancé sur LCI il y a quelque temps. D'ailleurs c'est comme ça aussi, je crois que tu as acquis une certaine notoriété par rapport à ça et par rapport à ton discours. Et puis on parlera aussi de ton débat sur la chaîne que j'affectionne particulièrement, RT France, à laquelle je contribue tous les jeudis matins pour Mobilité Politique. Et tu as une discussion un peu intense avec Laurent Alexandre et cette vidéo a fait beaucoup de vues parce que tu as fait une démonstration qui était assez précise, qu'on soit d'accord ou pas. Je te présente quand même, tu es cofondateur du collectif Le Peuple Libre. C'est un collectif de citoyens engagés dans la reconquête des libertés perdues depuis le début de la crise sanitaire et tu es très en avance sur ces sujets. Première question, Rémi, est-ce que tu peux nous présenter Peuple Libre, un peu pour nous dire qu'est-ce que c'est et comment aussi est-ce qu'on peut y adhérer pour nos téléspectateurs? Écoute, t'en as dit l'essentiel. On a créé ce collectif à la fin du mois d'avril. Aujourd'hui, il compte un petit peu plus de 6000 adhérents qui sont éparpillés dans toute la France, France métropolitaine, et j'y tiens beaucoup aussi dans les territoires ultramarins. On a des comités locaux, 27, dont un comité en Guadeloupe et un comité à La Réunion. Voilà. Et donc, on a tenté depuis le début d'alerter un peu sur ce qui était en train de se passer, puis de participer et d'organiser quelques actions revendicatives. Et aujourd'hui, évidemment, on prépare la suite. D'accord, effectivement, mais on va te dire qu'en ces temps de présidentielle, monter un collectif parfois s'apparente à une première pierre politique qui peut être menée. Non, mais voilà, c'est une question qu'on peut te poser hein, concrètement. Voilà. Oui, alors c'était plutôt un suicide, ça a plutôt été un suicide professionnel qu'un Ah oui. lancement politique, cette création. Mais Pourquoi moi, un suicide professionnel, Rémi? je savais hein, qu'un jour il faudrait s'engager sur des questions un peu difficiles et j'avais choisi l'indépendance professionnelle. Donc je suis consultant indépendant mais voilà, et évidemment j'ai des clients et tout le monde n'apprécie pas ce type d'engagement. Donc certains s'éloignent. Mais voilà, je l'assume, je sais quels sont les risques et je préfère perdre des clients que de perdre mon honneur et les raisons pour lesquelles je crois que ce combat est vraiment fondamental. Alors moi, c'est toujours intéressant ces engagements, surtout dans des situations de crise comme celle-ci aujourd'hui, où on l'a vu, hein, le gouvernement manifestement est en train de scinder la France en deux entre les vaccinés et les non-vaccinés. Donc on voit beaucoup de gens qui émergent là-dessus et qui sont prêts à mettre en parenthèse de façon délibérée leur carrière professionnelle ou leur aura professionnelle, à la différence des soignants qui, eux, carrément sont obligés de se faire vacciner, sinon c'est la porte. D'ailleurs, ils seraient encore les derniers chiffres étaient 300 000, c'est des chiffres il y a une semaine, donc je ne les ai pas là réactualisés. Puis il est très difficile aussi d'avoir des chiffres concrètement. Donc en tout cas, j'ai envie de te dire que l'engagement, quel qu'il soit, est toujours intéressant. Donc c'est bien de s'engager, je trouve. Mais tu avais une affinité politique ou du moins déjà des engagements dans les partis politiques ou d'où te vient cette idée de l'engagement là un peu? Alors j'ai toujours tenté d'être utile. Je l'ai fait de différentes façons. Effectivement, j'avais été élu local au début du mandat 2014. J'ai démissionné déjà en 2017. À l'époque, c'était pour un désaccord politique avec le maire en place. Et moi, je Mmh. viens plutôt de la droite, clairement. En revanche, dans le collectif, on a des personnes qui sont de tous horizons politiques, des personnes qui sont complètement d'ailleurs en dehors de toute sensibilité politique particulière. Mmh. Pourquoi? Parce que j'étais convaincu que
En fait, on essaie de conserver la possibilité même d'un débat démocratique. Et je recevais encore un message là il y a quelques minutes d'une personne qui me dit, moi je suis pas du tout de votre sensibilité politique, mais je pense que ce combat-là, il dépasse les clivages et ensuite chacun reprendra son chemin. Oui, effectivement, c'est extrêmement intéressant. Donc, tu mets en avant, si je comprends bien, Rémi, la notion ou la portée citoyenne de l'engagement dans cette crise sanitaire, qui est aussi une crise politique et qui est une question fondamentale sur nos libertés individuelles et publiques qui sont en train de nous être enlevées petit à petit, voire plus que petit à petit, beaucoup à beaucoup, j'ai envie de te dire. Voilà. Mais donc, c'est ça, c'est une portée citoyenne de ton côté, sur ce collectif. Hein. Oui, 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 et c'est pas très un secret, on en parlait juste un tout petit peu avant le live. Il y a 6 mois encore, si on nous avait présenté la situation telle qu'elle est aujourd'hui, personne n'y aurait cru, y compris chez ceux qui se sont engagés assez tôt contre le pass sanitaire. Euh, Enfin, on ne peut pas dire de quoi les prochains mois seront faits. Moi, je suis très inquiet, notamment sur la tenue de l'élection présidentielle Et dans je un voudrais cadre qu'on en parle normal. parce que c'est un point important et je voudrais qu'on l'aborde profondément. Alors, je préfère que tu continues à présenter ça parce que j'aimerais dédier vraiment un moment à ça parce que c'est une vraie question de fond aujourd'hui et personne ne nous répond à ce sujet-là. Même pas Yael Braun-Pivet qui est la présidente de la commission des lois. On en parlera après, Rémi, hein, de la présidentielle. Mais oui, oui, et donc en fait, on est sur un véritable glissement. Et donc, quand on glisse et qu'on est à peu près tous dans le même bateau, on n'a pas la possibilité de faire la fine bouche en disant, moi, je prends des gens qui initialement pensaient comme moi ou étaient. Et d'ailleurs, on voit bien hein, qu'il y a il y a des clivages politiques qui sont en train de tomber. Mhm. Moi, la famille politique dont je suis plutôt issu, donc la droite classique, a été d'une lâcheté monumentale sur cette question des libertés, mais aussi qui est aussi une question, un enjeu d'égalité, évidemment, de fraternité. Et aujourd'hui, je me retrouve davantage avec un François Ruffin qui a eu quand même un peu de courage dans la dénonciation de ce qui se passe, plutôt qu'avec certains de mon ancienne famille politique. Voilà, donc on réunit vraiment des gens vraiment des gens de partout. Oui, parce qu'on en parlera de cette opposition. Hein. Et d'ailleurs, tiens, commençons là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ton regard sur cette fameuse nuit où a été voté le pass sanitaire en urgence, fin juillet, début août. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait que 222 députés présents dans l'hémicycle. C'est assez scandaleux, faut-il le dire encore, sur une loi aussi importante que ça. Comment tu as jugé, toi, ce vote parlementaire, ce vote à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle, et aussi comment tu as jugé cette désaffection de nos députés lors de ce vote qui a été quand même assez... ça a été une cavalcade, parce qu'on rappellera qu'Olivier Véran, quand même, sur l'accès, notamment, je vois que dans les commentaires, certains se plaignent de ne pouvoir pas avoir accès à l'hôpital, notamment pour des examens médicaux ou des soins, puisqu'ils n'ont pas de pass sanitaire. Donc aujourd'hui, effectivement, si vous n'avez pas de pass sanitaire, pour un caractère, on répète, non urgent, vous ne pouvez pas accéder à l'hôpital. Toi, tu l'as vécu comment ça, Rémi, cette représentation nationale finalement? Alors, je suis complètement d'accord avec toi hein, et évidemment horrifié aussi. Il faut savoir que le caractère non urgent, il exclut beaucoup de choses. Hein. Par exemple, vous êtes soigné aujourd'hui pour un cancer, on considère que c'est une maladie chronique et donc que ça ne revêt pas de caractère urgent. Et donc, vous pouvez vous voir interdire l'accès à l'hôpital pour le soin d'un cancer. Pour une On a eu des chimiothérapie, par exemples. exemple? Pour une Comment? chimiothérapie, Rémi? Pour une chimiothérapie? Pour une chimiothérapie. On a eu des exemples très cocasses aussi de femmes enceintes, alors qui n'étaient pas prêtes d'accoucher, d'où le caractère non urgent, Mmh. mais qui n'ont pas pu honorer un rendez-vous avec une sage-femme à l'hôpital. Mmh. Effectivement cette disposition qui a été prise vis-à-vis des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, c'est le symbole en fait de l'ignominie de tout ce projet de loi qui est passé comme un seul homme en moins d'une nuit à l'Assemblée nationale, avec effectivement des députés qui ont été de bons petits soldats et qui euh, ont voté le doigt sur la couture du pantalon. D'autres députés aussi qui ont fait le choix de la lâcheté Mmh. et nous, on a lancé, on a commencé à Marseille cette nuit une grande campagne d'affichage avec le nom
des députés, leur visage, de ceux qui ont voté pour, de ceux qui se sont abstenus et de ceux qui ont voté contre le pass sanitaire. Donc des contre, il y en a pas beaucoup. Et donc on a mis là cette nuit 200 affiches à Marseille. Alors on n'y a pas évidemment pas d'appel à la violence. Oui, On parce que transmet. tu le sais, aujourd'hui, ça peut être extrêmement dénoncé. Et je sais que ça avait Ouais. été le cas dans le métro à Paris notamment, et ça avait créé un émoi dans la classe politique notamment, avec les visages des députés en question. Nous, on a fait vérifier ça par un avocat qui nous a dit vous Mhm. transmettez une information démocratique, c'est-à-dire Mhm. que sur le site de l'Assemblée nationale, cette information est à disposition. Vous savez qui a voté pour ou contre le Ouais. pass Alors c'est sanitaire. compliqué parce que c'est à disposition, mais pour aller pratiquement pas tous les jours, mais presque plusieurs fois par semaine sur le site pour aller voir les scrutins publics, c'est très compliqué quand on n'a pas la manœuvre finalement Oui. de ces sites institutionnels. C'est très compliqué de trouver un scrutin public sur ce site-là. Donc j'en appelle au département communication, webmaster marketing de l'Assemblée nationale pour essayer de faire plus simple finalement Va si on pouvait savoir, trouver des trucs un peu sympas. Mhm. va savoir, c'est peut-être fait à dessein. Mhm. Euh, Peut-être, peut-être pas, mais et en tout cas dans cette campagne de communication, on a fait le choix de mettre le nom et le visage des députés qui se sont abstenus. Parce qu'on ne s'abstient pas sur un texte comme celui-ci. Mhm. Et à la limite, moi, j'ai presque moins de mépris pour les députés qui ont été en séance votés pour le pass sanitaire Mhm. que pour ceux qui Mhm. sont restés planqués chez eux en circonscription. Ouais. Donc voilà, vous avez vérifié ça, pardon, par un avocat. Bien entendu, il n'est pas question de délation, mais selon l'avocat du collectif, voilà, c'est une mise à disposition, pardon, au public d'informations politiques et démocratiques. Voilà. Ceci étant Et, dit, ouais, et évidemment, on n'appelle pas du tout à la violence contre ces députés. Simplement, il faut ouais. que les électeurs de leur circonscription sachent voilà, lequel de leurs représentants a voté pour le pass sanitaire ou s'est abstenu sur le pass sanitaire. Oui, oui, il est bien entendu question, il n'y a aucun appel à la violence de ce côté-là, bien entendu, et on s'en défend immédiatement. Par contre, je voudrais qu'on vienne dans le fond. Ça donne quoi finalement de la confiance dans les députés? C'est-à-dire, là, je sais même pas si le mot confiance continue à être bien employé aujourd'hui, s'il a toujours de la valeur pour nous, une partie des citoyens français. Est-ce que ça risque pas d'aller mettre finalement toucher au plus près la pierre angulaire, une des pierres angulaires de notre démocratie, de notre République, avec cette représentation nationale de députés qui représentent un territoire. Enfin, moi, j'aime à penser qu'ils représentent un territoire et non pas un territoire. Finalement, c'est pas dangereux, finalement, ça, pour la confiance dans la démocratie dans ce pays. Je pense que la crise sanitaire a été un révélateur, en réalité, d'une dynamique qui était déjà préexistante, avec le détachement progressif des élus du peuple, tout simplement, de ses préoccupations, de son point de vue, de sa sensibilité. Et là, sans mauvais jeu de mots, les masques sont définitivement tombés à l'occasion de la crise du Covid, parce qu'il n'y a pas de possibilité de faux semblants sur des questions aussi importantes que la liberté de se déplacer, le soin accordé aux personnes, le traitement qui a été réservé aux résidents dans les EHPAD, par exemple. Et donc, c'est la confirmation de ce qu'on sentait tous intuitivement depuis très longtemps, de ce que les Gilets jaunes avaient également J'en ai t'en exprimé. parler, Rémi. C'est Est-ce que ça. tu vois une passerelle, toi, entre les Gilets jaunes aujourd'hui? On peut aussi citer les opposants à la réforme des retraites. Et on peut aujourd'hui, bien entendu, citer les gens qui manifestent, alors souffrer que ces gens soient épris de liberté publique individuelle et que ce n'est pas des affreux complotistes ni opposants, comme j'ai entendu, des anti-tout. D'ailleurs, on Oui. notera que la manifestation dimanche au Trocadéro de Stéphane Tapiro, apparemment, n'a pas été un succès phénoménal. D'ailleurs, on n'en a plus trop entendu parler de cette manifestation. Mais je reviens à ma question plus sérieusement. Est-ce que toi, tu vois un lien entre les Gilets jaunes et aujourd'hui cette perte de confiance démocratique bien au-delà de la crise sanitaire, de la parole publique? Juste sur la manif de Tapiro, effectivement, personne, et pourtant c'est pas faute d'avoir utilisé les grands médias mainstream pour faire de la publicité des jours et des jours avant. Déjà que les médias mainstream couvrent assez peu les manifestations quand elles ont lieu ou quand elles ont eu lieu, mais jamais évidemment n'annoncent un événement qui se tient contre le pass sanitaire.
Et là, Tapiro a fait le tour de toutes les chaînes D'ailleurs, télévisuelles. j'attends toujours les chiffres du ministère de l'Intérieur sur cette manifestation. Je pensais que dimanche à 17h, nous aurions une estimation de mobilisation. Ce n'a jamais été le cas. Mais peut-être qu'ils sont en retard au ministère de l'Intérieur et qu'ils vont nous la communiquer Ah, très prochainement. il y avait tellement de manifestants qu'ils sont encore en train de les compter Mm. pour annoncer les chiffres officiels. Sur les gilets jaunes, oui, je pense qu'il y a un lien. Je pense que, en fait, je pense que la guerre continue aujourd'hui. Je pense que les élites ont considéré que les nations nourrissaient la guerre, ou en tout cas, ils en ont Mm. tiré prétexte pour détruire d'une certaine façon les nations, sauf qu'ils n'ont pas détruit, elles n'ont pas détruit la guerre. Et la guerre, elle se fait d'une autre façon. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez, durant les 2 premiers conflits mondiaux, une opposition d'élites nationales qui se battaient entre elles, qui aujourd'hui se sont mélangées. Et euh, d'empire. Et et, d'empire qui, sur la Première Guerre mondiale. et voilà, et bien sûr, Mm. exactement, et qui ont un autre adversaire, qui est un adversaire commun, et qui sont les populations. Et on voit bien que cet enjeu-là des libertés, de la possibilité de vivre de son travail aussi, il est évidemment pas seulement présent en France. Ces dernières heures, il y a eu des heurts assez nombreux en Australie. Oui. On voit ce qui Et se ça passe aussi, hein, on au n'en parle pas Canada. beaucoup dans les médias, les heures en Non, Australie. bah, il s'agirait pas de donner des idées aux autres, Mm. mais là, ce qu'on a connu dans les années 2010, les printemps arabes, où vous aviez des soulèvements dans une multiplicité de pays en même temps et sur une revendication de fond qui était plus ou moins la même, c'est-à-dire la lutte contre la corruption et l'autoritarisme. Il se passe exactement la même chose dans le monde occidental en ce moment. Simplement, il n'y a aucune couverture médiatique. Mm. Mais Oui. c'est bien la même chose qui se passe en Italie, quand chaque soir vous avez des centaines de milliers d'Italiens qui manifestent, aux Pays-Bas en ce moment, au Danemark. Donc non, non, c'est un mouvement qui est vraiment. Il y a une forme d'international des peuples là qui est en train de se créer contre la Il y a un tyrannie. petit côté marxiste chez Rémy Tel ce soir, dont je me rends compte d'ailleurs. Non, non, mais j'entends ce que tu dis et c'est pas faux, effectivement. On a quand même l'impression, pour avoir fait 3 ans de manif, réforme des retraites, gilets jaunes, des centaines de ronds-points partout en France, et maintenant les manifestations anti-pass sanitaire. Enfin, moi, je parle plutôt de manifestations pro-liberté individuelle et publique. Donc ça, c'est mon appellation en moi. On se rend bien compte qu'on est dans la critique aussi d'un système qui arrive à bout de souffle et d'une déconnexion totale, j'en parle très régulièrement, ce que j'appelle une oligarchie contre contre le peuple français, ou une partie du peuple français qui revient aussi à penser aux gilets jaunes de fait. Bien sûr. Bien sûr, et avec le même mépris de classe contre les manifestants, la même tentation de la violence aussi à leur égard, et la même invisibilisation dans l'espace public. C'est-à-dire que ces gens-là, les gilets jaunes, les manifestants pour la liberté, n'existent pas dans la représentation officielle qui est donnée du pays. On est dans un truc complètement dingue quand même. Donc oui, c'est une même dynamique qui se rejoue. Les revendications se fixent sur des aspects un peu différents, mais au fond, c'est la même idée. C'est-à-dire que vous avez une oligarchie qui aujourd'hui espère pouvoir se passer du peuple et le reléguer définitivement aux oubliettes de l'histoire. Et ce peuple, lui, ne veut pas mourir. Il veut conserver sa liberté, il veut conserver son travail, il veut que ses enfants puissent s'élever aussi socialement, et il le fait entendre dans la rue. Oui, mais ça va même plus loin que ça, j'ai envie de dire, puisque quand les Français votent dans le sens du gouvernement en place ou du pouvoir en place, c'est de la démocratie, mais dans le cas contraire, c'est rapidement du populisme. Vous l'avez vu d'ailleurs pour le traité constitutionnel de 2005, j'en ai parlé des centaines et des centaines de fois de ce viol démocratique qui continue d'ailleurs à poursuivre la classe politique finalement dans de ce sentiment de délégitimation finalement. Et je crois qu'ils n'ont pas encore manifestement bien compris cette idée. Alors, on va continuer. Merci. Oui, Pardon.
Tu verras, Nicolas, que dans 20 ou 30 ans, une fois qu'on aura gagné ces batailles, les historiens feront leur travail et sans doute qu'ils définiront un début d'une ère post-démocratique dans le monde Mhm. occidental. Et le point de départ, ce sera 2005. Mhm. Ce Mais, sera mais 2005. Tous ces je, sujets sont liés. je pense que 2005 est un basculement. Manifestement, un basculement. Tu as employé le terme de post-démocratie. D'ailleurs, et c'est extrêmement intéressant parce que là, on est passé dans quelque chose de presque illibéral. Oui, Rappelle-toi, c'est oui, oui. l'acronyme qui est donné à la Hongrie, à la Pologne, au groupe de Visegrad. Et finalement, on se rend compte qu'ici, heureusement qu'Emmanuel Macron nous dit qu'il est libéral, parce que s'il nous avait dit qu'il n'était pas libéral, ben, je vois pas très bien ce que ça aurait donné vu ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. Vous êtes nombreux sur ce live pour voir cet entretien et pour écouter et voir avec Rémi Tell. N'hésitez pas à partager ce live sur Facebook, sur YouTube aussi, parce que c'est vrai que l'algorithme nous joue des tours en ce moment. Donc, je vous cache pas que si vous pouvez nous donner ce petit coup de pouce pour essayer, ce pouce bleu, allons-y, pour donner beaucoup de retentissement à ce live. Merci par avance. Merci aussi pour le travail qui est fait et l'invitation qui a été acceptée par Rémi. Je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, vous êtes très nombreux ce soir, cofondateur du Peuple Libre, collectif de citoyens engagés dans la reconquête des libertés perdues depuis le début de la crise sanitaire. On continue bien entendu cet entretien. On parlait de démocratie, on parlait d'illibéralisme, de libéralisme, de traité constitutionnel, on parlait de vote, d'Union européenne. Comment tu juges aujourd'hui, Rémi, l'opposition? Alors, tu en as un peu parlé, mais comment tu juges l'opposition politique? On va mettre de côté, alors je vais citer la LFI. D'ailleurs, j'attends toujours, au passage, hier, on m'a reproché, j'attends toujours que les responsables de la LFI viennent sur Twitch Live. Hein. Le message est passé, j'attends toujours que soit Lerty Corbière, soit François Ruffin, soit tous les représentants de la LFI qui n'ont pour l'instant pas daigné venir sur ma chaîne. Voilà, ceci étant passé, le message est passé. Donc, la LFI, effectivement, a contesté le pass sanitaire, il faut le reconnaître. Et Nicolas Dupont-Aignan dans son rôle de député, et puis après Florian Philippot qui lui n'a pas de mandat. Voilà. Mais comment tu juges l'opposition politique des Républicains, des socialistes aussi, des socialistes? En dessous de tout, et c'est en ça qu'on voit que, en fait, je crois qu'il y a deux dimensions. Il y a une dimension de politique politicienne, et cette dimension de politique politicienne, elle montre qu'on a basculé effectivement dans un régime illibéral et, moi j'assume le mot, sans doute une forme de dictature, c'est-à-dire que les contre-pouvoirs institutionnels ont tous disparu. C'est vrai pour l'opposition parlementaire qui n'existe plus, en tout cas plus sur les sujets essentiels, et c'est vrai bien sûr pour le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, le juge garant supposé des libertés. Et ensuite, et je reviens sur cette question de l'opposition, et ensuite il y a une dimension un peu plus psychologique ou de politique au sens fort du terme. Et là, c'est clairement le basculement dans une mécanique totalitaire. Et l'illustration, c'est celle que tu donnais dans la question précédente, c'est d'aller accuser les autres d'être des illibéraux quand on fait 10 fois pire qu'eux. C'est-à-dire que les mots ont perdu leur sens. Là, la corruption des mots dont parle Socrate, on est vraiment en plein dedans, on est dans un cas d'école. Sur l'opposition, l'opposition, elle a été incroyablement lâche, et même ceux qui se sont réveillés assez tardivement parce qu'ils ont compris le risque politique que ça représentait. Je pense notamment à la France insoumise. Et de fait, chez les centristes, à droite, au Rassemblement national, on a accompagné la mise en place de cette dérive liberticide et de ce discours totalitaire. Parfois, on en a même demandé plus. Vous avez le gouvernement a beaucoup utilisé, par exemple, les maires LR, les élus locaux LR, dans l'installation des centres de vaccination. Au tout début, c'était les élus locaux aussi qui se plaignaient de l'absence de ressources, de masques. Ce sont les élus locaux qui sont mis à contribution pour appliquer la politique sanitaire dans les écoles. Donc Macron, en fait, a mouillé tout le monde. Mais ils se sont mouillés bien volontiers. Parce que
parce que il y a un effondrement intellectuel en fait de la classe politique, avec des gens qui ne comprennent plus ce qui se passe, le monde dans lequel ils vivent. Je pense qu'ils ont pour beaucoup pas intégré le projet politique qui avait justement derrière ce great reset, et puis un effondrement du courage, avec notamment du côté de la droite bourgeoise des gens qui ont beaucoup à perdre sur le plan économique, et qui se sont couchés sans résister. À titre professionnel, moi, je travaille notamment avec des chefs d'entreprise. Il y a eu beaucoup de chefs d'entreprise qui ont résisté. Il y en a aussi qui se sont laissés acheter, enfin qui ont laissé acheter leur silence avec une facilité absolument déconcertante. Et dans le monde de l'homo economicus, au fond, dès lors que la consommation reste permise, eh bien tout va bien. Et donc il n'y a Oui, pas. j'ajouterai, cher Rémi, n'en prend pas offense, mais j'ajouterai bien entendu l'homo festivus aussi, Bien sûr, l'hédonisme qui est devenu une espèce d'égoïsme évidemment, permanent, évidemment. avec une vision rabougrie pour le coup de la nation, c'est-à-dire que il n'y a plus de nation, il n'y a qu'un balcon, il n'y a qu'un jardin ou un appartement, et tout ce qui se passe au dehors. Et ce que disait Thomas Jefferson, très belle citation, ceux qui sont prêts à renier une part de leur liberté pour plus de sécurité ne méritent ni une ni l'autre. Voilà. Thomas Jefferson, c'est le pas de moi, bien entendu. Je voudrais faire 2 observations tout de même à ce que tu dis. Sur la droite, on va dire un peu plus bourgeoise. Moi, j'ai été frappé de voir dans les manifestations à Montpellier, j'y suis allé 4-5 fois, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. C'est évident, il y a des lives d'ailleurs sur la page Facebook de Putsch, vous pouvez aller les revoir. J'ai vu beaucoup ce qu'on appelle, avec ce mot vulgaire, le CSP+. Beaucoup, beaucoup de CSP+. Et j'ai trouvé ça extrêmement étonnant. C'était pas la même population qu'avait les Gilets jaunes. Et première observation. Donc là, à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas aussi une classe moyenne aisée, dirons-nous, moyenne aisée pour faire simple, qui a bien compris que nos libertés publiques et individuelles étaient en danger, mais aussi avec le déclencheur des enfants, qui me semble être une ligne rouge pour beaucoup de Français. Et là, on y arrive un petit à petit. Deuxième observation sur l'opposition politique. Est-ce qu'il n'y a pas, alors il y a une opposition molle, voire inexistante, tu l'as dit, mais est-ce qu'il n'y a pas de la part de Marine Le Pen et de la droite aussi, et peut-être de la gauche, mais bon, la gauche, elle pèse quoi aujourd'hui? Pas grand-chose, en tout cas, moins de 5, les socialistes. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme d'électoralisme, Rémi? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'électoralisme? Marine Le Pen se dit, ben, ça fait peut-être 5, 6, 7, 8 points aux élections, parce qu'il ne réfléchit comme ça, des points, nous ne sommes plus que des points et des sondages. Et si on commence à aller à l'encontre de ce pass sanitaire et ces mesures restrictives, eh ben, on perdra forcément des points qui vont être absolument importants pour accéder au second tour sur le strapontin. On verra bien qui sera en face d'ailleurs, et qui seront les deux. Là, tu touches un point qui est central et qui est, en fait, c'est de l'électoralisme qui est lié avec la sociologie politique française. Il faut jamais oublier que un tiers du corps électoral français se compose de retraités, donc de personnes qui étaient plus sujettes aux formes graves du coronavirus et qui, on le voit dans toutes les enquêtes d'opinion, sont tendanciellement plus nombreuses à demander des restrictions de liberté, même si on a aussi beaucoup de personnes âgées dans les manifestations. Oui. Et donc je pense que notamment du côté de LR, il y a eu une angoisse de fâcher la base électorale vieillissante, terrorisée par le Covid et demandeuse de la servitude. Parce qu'il y a une partie des gens qui effectivement ont réclamé cette servitude. Cet électoralisme est un petit peu en train de se retourner, notamment chez Marine Le Pen, où effectivement dans son discours de rentrée, elle a beaucoup insisté sur les questions des libertés. Dans les faits, il ne s'est pas passé grand-chose. Déjà, il défendait au début sur tous les plateaux télé le pass sanitaire. Marine Le Pen était même encore en septembre 2020 avec la vaccination obligatoire. Et quand il s'est agi de voter, je crois que nombre de députés Rassemblement national n'étaient même pas présents, eux non plus, dans l'hémicycle. Donc oui, oui, il y a sans doute une forme de, oui, je pense qu'il y a une forme d'électoralisme. Mais c'est là à nouveau on voit l'affaissement total du niveau de la classe politique. C'est que dans des circonstances exceptionnelles, l'homme politique il entraîne justement son derrière lui.
il faut parfois assumer de commencer en étant minoritaire. Tous les grands combats du XXe siècle ont toujours été des combats minoritaires. Et puis, En 40, Charles de Gaulle ils étaient pas nombreux autour de Charles de Gaulle en 40, hein. c'est ça. C'est la fameuse phrase de Schopenhauer hein, qui nous rappelle qu'une vérité passe toujours par Mm. trois stades. D'abord, elle est ignorée, puis elle fait l'objet d'une contestation vive, et enfin, elle est acceptée comme une évidence éternelle. Bah oui, en 40, c'était pas une évidence éternelle que de partir à Londres. Et il suffit de s'intéresser au titre de presse. De Gaulle était pas seulement contesté, il était moqué sur son physique. On disait qu'il était fou. Enfin, ça rappelle beaucoup Il a été condamné à mort, il a Rémi, été hein. condamné, il a été Il a été condamné à condamné à mort. mort, hein, par Vichy, hein. Euh, donc c'est à nouveau une mécanique humaine assez classique en fait hein, qui se répète. Hmm. Alors, vous êtes très très nombreux. Merci ce soir pour ce grand entretien de Rémi Tel. Merci à tous une nouvelle fois de votre fidélité. Vous êtes tous les soirs à 18h très nombreux sur Putsch Live, l'émission qui se fait sans passe sanitaire et avec le franc-parler, avec plusieurs personnalités, individualités que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je vous les reçois. Alors, n'hésitez pas, un petit jingle promo, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Là, je le dis pas assez, on a un fil Telegram, un groupe Telegram. N'hésitez pas à vous abonner. Vous avez les liens, bien sûr, qui passent dans les commentaires. Vous n'hésitez pas, même si vous ne trouvez pas, vous Telegram Putsch, vous trouverez immédiatement. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Liker, partager, c'est vraiment important parce que là, ça fait quelques temps qu'on a quand même des audiences assez étranges. Donc, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à partager un maximum partout où vous nous regardez, Twitter, Twitch, bien entendu. D'ailleurs, on vient de rentrer dans Twitch là il y a quelques temps. Merci en tout cas de nous aider. Faites des dons aussi, pareil, parce que la presse indépendante, très indépendante, a besoin de vous pour continuer à produire ce genre d'émission et avoir en tout cas tout ça. Et merci encore pour les messages de la vidéo que j'ai laissée tout à l'heure pour vous remercier. Des nombreux abonnés. Vous pouvez, pour finir là-dessus, on arrête la promo après, vous pouvez devenir membre premium de la chaîne YouTube. Vous avez des petits icônes en bas avec sur le chat. Vous pouvez devenir, ça nous permet, nous, de continuer à exister et de pouvoir inviter Rémi Tel et toute une série de personnalités. Personnalité veut dire des gens que j'apprécie ou du moins qui ont des choses à dire. Voilà. Continuons. On va parler de ceux, parce que ça revient beaucoup, cher Rémi Tel, sur mes commentaires. On me parle beaucoup de Laurent Alexandre, ton débat qui a fait fureur. Et là, ça vient, voilà, les gens, il y a un fan club déjà qui est en train de se constituer sur le live. Alors, dis-nous un peu ce débat. Donc, c'est RT France qui t'a invité pour débattre avec Laurent Alexandre. Voilà. Oui, et alors je ne sais pas si c'est une fan club pour moi ou plutôt un club de gens dont je fais partie d'ailleurs qui détestent tout ce que représente Laurent Alexandre. Et donc j'étais très heureux de pouvoir lui exprimer sur RT France. Il n'y avait rien de personnel. Bien sûr. D'ailleurs, on échangeait enfin, il m'avait envoyé quelques messages avant sur Twitter. Enfin, du peu que je connais du personnage, il est plus sympathique qu'il en a l'air à la télé. En revanche, il défend défendable. Il défend vraiment la vision du monde qu'on a décrite avant, où bah, c'est marche ou crève, quoi. Et marche pour bien marcher et même courir et courir très vite avec le transhumanisme. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est engagé hein, sur ces sujets du Covid. C'est parce que il sait bien que les transformations qu'on nous propose à l'occasion de la crise du coronavirus sont celles qui vont permettre justement à cet agenda transhumaniste de se développer. Voilà, Mais c'est intéressant parce que j'ai trouvé qu'il y avait aussi, bon, je l'ai regardé bien entendu, puisque je connais bien la chaîne, puisque j'y officie, il y avait un débat quand même qui n'a pas fini en hurlement, ni en débranchement de micro et de coupure d'écran. Donc finalement, vous avez pu discuter, même si vous êtes totalement opposés sur les idées et sur le projet, tu l'as dit, de société, finalement, ça a pu débattre tout de même. Oui, alors c'est aussi moi je suis très reconnaissant à RT France. Je dis pas ça parce que tu y officies, mais vraiment parce que ça reste le dernier média qui est à la frontière entre le mainstream et le média quand même un peu de niche ou alternatif, qui laisse la parole à ses invités. Et si on avait d'ailleurs laissé la parole aux invités, aussi divers soient-ils, depuis le début de la crise sanitaire, ça fait bien longtemps que ces problèmes seraient réglés. Mais la parole a été interdite. Et là, elle a été possible. Et on voit que quand c'est possible de débattre vraiment sans être coupé ou sans être caricaturé
pendant quelques minutes avec quelqu'un comme Laurent Alexandre, et ben, au final, ces personnes-là ont plus grand-chose à te dire, quoi. Oui, effectivement, c'est un débat loyal, on va dire, un débat loyal où il n'y a Exactement. pas de parti pris et c'est les débatteurs qui sont là, qui sont à même de mettre en place des arguments et de se réfuter. C'est un peu aussi notre chère nation qui veut ça, le débat public, c'est quand même une tradition, c'est un fleuron de nos sociétés de pouvoir débattre et c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi, même très d'accord avec toi, que depuis le début de la crise sanitaire, pardon, la parole a été absolument confisquée, il y a une pensée unique et qui a été totalement confisqué. On ne peut absolument plus rien dire. Donc, bienvenue pour ceux qui ne connaissaient pas sur Putsch Media. Vous êtes encore, ça monte, ça monte. N'hésitez pas à partager. Merci en tout cas de donner l'audience à ce live, où que vous soyez, Twitch, Twitter, Facebook, YouTube. Merci de partager. Bien sûr, ce live, on a encore du temps ensemble, mais ce live sera bien entendu en replay et demain ou après-demain sur le site Putsch Media. Continuons. Et, LCI, Rémi. Oui, pardon, tu voulais et ajouter quelque chose? franchement, c'est indispensable de pouvoir euh, structurer ces alternatives. En ça, peut-être que le Covid est aussi une chance, parce que on était tous un peu sur la même pente, on se laissait glisser doucement sans trop se rendre compte de la direction dans laquelle on allait. Là, les dérives depuis 18 mois nous ont tous forcés un peu à nous poser des questions et à proposer d'autres choses. Et donc, effectivement, qu'il s'agisse des médias alternatifs, enfin, je pense que c'est essentiel de pouvoir les nourrir, les faire grandir, de leur permettre aussi de toucher un peu cette zone grise qui aujourd'hui n'est pas complètement éveillée, mais qui est de bonne foi et qui pourrait tout à fait se laisser convaincre. Voilà. C'était, pardon. Non, mais non, Et donc, effectivement, ça change de LCI. voilà. Mais je voulais qu'on y vienne parce que moi, je te suivais bien entendu sur Twitter depuis un certain temps. J'essaye de repérer des gens que je peux faire venir sur ma chaîne, s'exprimer librement sur des sujets divers et variés. Là, c'est la crise sanitaire, mais c'est la politique, c'est l'Union européenne, c'est la société. On aura une grande émission d'ailleurs sur les élections canadiennes jeudi soir avec deux correspondants très francs-tireurs québécois. Vous allez voir, ça dépote comme on dit. L'émission devrait se confirmer, mais jeudi soir, on aura vraiment deux chroniqueurs très francs-tireurs qui seront en direct du Québec et qui nous feront une analyse aux petits oignons de ce qui se passe là-bas au Canada avec Justin Trudeau. Vous allez voir, ça mérite le détour. Même si vous ne connaissez pas la politique québécoise et canadienne, bien entendu, c'est pas deux pays, c'est une province, le Québec. Vous ne serez pas déçus. Je vous prépare ça aux petits oignons dès demain matin. Alors, on continue. Voilà, c'est toujours intéressant. Alors, on va parler d'LCI. Qu'est-ce qui s'est passé avec LCI? J'ai vu la séquence et effectivement, on a quand même l'impression qu'on t'a un peu expédié en fin d'intervention. Mais pareil, faudrait quasiment les remercier parce que ces gens-là, en fait, par leur attitude, ont révélé ce qu'ils étaient profondément. Et in fine, ça nous a plutôt rendu service d'ailleurs. Le débat interdit. Le débat interdit, où quand vous avez des éditorialistes euh, qui avancent des arguments assez pauvres, très consensuels et qui visiblement n'ont pas réfléchi au sujet dont ils parlent et qui sont pris dans une véritable contradiction. C'était vrai là pour LCI, mais il y en a plein d'autres qui portent de véritables contradictions dès lors que c'est possible. Et ben c'est la panique. Et donc on coupe. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur LCI. Et cette séquence, elle résume bien ce que sont devenus les médias mainstream aujourd'hui. C'est-à-dire que il s'agit plus de faire ce qui est l'essence même du métier de journaliste et ce qui fait sa beauté, c'est-à-dire d'être un investigateur un peu du réel et un investigateur de vérité, mais plutôt de faire passer, dans le meilleur des cas, une opinion personnelle qu'on n'interroge plus jamais. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans cette dans ce travail aussi de contradiction en interne, ou dans le pire des cas, et c'est malheureusement le plus commun, en fait, de devenir un influenceur et de devenir sur ces sujets-là un influenceur sanitaire, c'est-à-dire que de proche en proche, enfin, tu connais ça bien mieux que moi, mais on a les communiqués de presse des labos qui sont repris, et puis il y a le phénomène de mimétisme qui se met en branle, et à la fin, vous avez des éditorialistes sur LCI qui répètent le communiqué de presse du labo sans même l'avoir lu. C'est un peu ce qu'a illustré ce moment. Et évidemment,
En fait, moi, d'une certaine façon, j'ai eu de la chance parce que au moins j'avais été invité. J'ai été Oui, oui. chassé, mais au moins j'avais été invité. Le fond du problème, c'est que dans 99%, enfin 99% du temps, les gens qui défendent notre vision des choses ne sont même pas invités. Donc on n'a pas besoin de les couper puisqu'ils sont pas là de toute façon. Hmm. Donc c'est plus simple. Mais on l'a vu, moi j'ai suivi les Gilets jaunes, j'ai dit, mais on a vu le traitement médiatique pendant les Gilets jaunes. Je l'ai déjà dit plusieurs fois d'ailleurs, je l'ai dit chez Morandini. À un moment donné, les Gilets jaunes, tu as dû voir ces séquences. Je vous invite à aller les voir. Hein, elles sont sur les réseaux sociaux, elles sont sur Internet. Vous aviez à la sortie des manifs le soir ou en plein après-midi, ils ont extirpé des Gilets jaunes des manifestations. Ils les ont mis sur des plateaux de grandes chaînes info avec 4 chroniqueurs éditorialistes rodés au jeu de la télévision. La télévision, tu le sais, c'est quand même un exercice. On rentre pas sur un plateau télé comme ça. C'est toujours impressionnant qu'on n'a pas l'habitude. Et ils étaient avec leurs gilets jaunes et ils étaient roués de coups verbaux, soyons clairs. Et finalement, on leur demandait déjà de ne pas justifier ou de dénoncer ou de condamner les violences en permanence, alors qu'on ne rentrait pas sur le fond du sujet. Et ces pauvres gilets jaunes, certains en sont sortis assez victorieux, hein, les Jérôme Rodriguez, qu'on en pense qu'on veut, peu importe, mais il y en a qui ont quand même arrivé à tirer leur épingle du jeu, mais finalement, on a vu que le traitement médiatique était à peu près le même. Je crois qu'aujourd'hui, il est encore plus violent parce que là, on n'invite plus personne. C'est réglé, c'est comme ça. D'ailleurs, dernière question pour passer à notre sujet, ils t'ont rappelé LCI ou pas? Non, et ça, pareil, sur la chute des contre-pouvoirs ou des organismes de contrôle, il y a eu plusieurs centaines de signalements qui ont été adressés au CSA, qui avait 2 mois pour répondre, qui n'a non seulement jamais répondu, mais qui n'a même pas pris le soin de nous contacter. Donc je pense qu'il n'y a pas eu de travail. Moi, je les ai sollicités, j'ai pas eu de retour. Et quant à LCI, j'ai tenté en vain plusieurs fois de joindre la personne qui m'avait invité, qui se trouve être en plus la directrice adjointe de la rédaction, qui, semble-t-il, a perdu son téléphone depuis le 26 juin. Oui, mais la crise du Covid a tout chamboulé, cher Michael. C'est pour ça, il faut savoir être, parfois, il faut savoir être patient. Voilà. Et, alors, on continue là-dessus. Donc, moi, j'ai vu pas mal de petites choses. Et on parlera après du pass sanitaire à l'élection présidentielle. Mais on en parlera après. Voilà, on va rester encore 20 minutes ensemble. On continue, si tu as le temps, bien Oui, entendu. bien sûr, bien sûr. Voilà, on va rester 1 heure ensemble. Il reste encore 18 minutes. J'ai regardé tes tweets, donc je vous invite à aller sur le compte Twitter de Rémi Tel. Il y a pas mal de choses intéressantes. Tu es quand même un puncher. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de tweets. Tu prends position avec virulence et c'est ton choix, bien entendu. Et notamment ce tweet qui nous dit, alors je l'ai pas là à l'antenne, mais je vous mettrai bien entendu dans l'article qui paraîtra. Tu dis en tant que contribuable, je lis ton tweet, en tant que contribuable paria, il me pèse de financer un système qui organise mon exclusion de l'espace public et déploie une propagande visant à m'humilier comme un moté tout droit d'expression. Si la partie perdure, nous n'aurons pas d'autre choix que la désobéissance. Finalement, on en est là aujourd'hui. Le contribuable paria, c'est comme ça que tu te considères aujourd'hui, que tu considères aussi, j'imagine, des millions de Français. Ah, oui, oui, aujourd'hui, il y a des millions de contribuables parias. Et d'ailleurs, je pense qu'ils sont plus nombreux que ce qu'on dit, parce que si on était vraiment une infime minorité, il n'y aurait pas toute cette pression mise là sur les enfants, sur les femmes enceintes, sur les trentenaires, les quinquagénaires pour se faire vacciner. Et oui, il y a une question qui est quand même centrale. Nous finançons des services publics auxquels nous n'avons plus droit d'accéder. Et il ne s'agit pas simplement de pouvoir partir en vacances par le TGV. C'est d'avoir des traitements qui soient pris en charge, d'avoir la possibilité de recevoir des soins ou de recevoir une éducation dans un cadre normal. Donc évidemment, cette question-là se pose. Et il y a une question qui se pose pour nous sur la suite de la mobilisation, c'est quelles sont les prochaines étapes? Parce qu'on voit bien, si on est très honnête, on est entre nous ce soir, on voit bien que les gens ont beaucoup donné durant l'été et que certains ne croient plus dans le pouvoir des manifestations. Alors même que ces manifestations, je pense, ont permis de retenir le rouleau compresseur. Elles l'ont pas chassé, mais elles ont été vraiment utiles en ça. Elles ont été aussi utiles parce que vous êtes des gens qui étaient dans un état psychologique
Euh, Est-ce que tu penses, Rémi, c'est intéressant ce que tu dis, est-ce que tu penses que ces manifestations, qui sont toujours là, parce qu'il y a encore des appels hein, pour samedi, bien entendu, est-ce que tu dirais que ne parlons pas au passé, parlons au présent, est-ce que tu penses que ce sont finalement des amortisseurs sociaux, ces manifestations aussi? je pense que s'il n'y avait pas eu les manifestations, il y a beaucoup de gens, sans doute dont je fais partie d'ailleurs, qui seraient devenus fous. Hmm. Euh, C'est-à-dire pris face à cette violence extrême et avec le sentiment d'impuissance qui l'accompagne. Si nous n'avions pas pu voir que bah non, nous n'étions pas seuls et que nous n'étions pas fous justement parce que il y avait des gens très bien qui partageaient ce point de vue, ça aurait été terrible. Moi, je pense que ces manifestations ont eu un rôle déterminant pour justement pour la suite. Et je pense qu'elles doivent perdurer d'ailleurs. Mais on doit ajouter à ces manifestations peut-être d'autres modalités d'action beaucoup plus locales, vraiment organisées autour de petites cellules locales. Tu as peut-être vu ce matin là que à Carpentras, des parents ont été arrêtés à un vaccinobus qui se rendait devant le collège de leurs enfants. Bon, ben voilà, il n'y a pas eu il y a pas eu de journée picouse pour les enfants de Carpentras grâce à ces parents qui ont arrêté le vaccinobus. Des exemples comme ça, on peut en multiplier. Ça, enfin, les manifestations ont un impact qui n'est pas suffisant parce il n'a pas permis aujourd'hui de renverser la tendance, Oui. mais elles ont un impact. Il faut le dire aussi, Rémi, quand tu as un pouvoir qui est sourd, totalement sourd aux manifestations, à la désespérance sociale d'une partie des Français, même si c'est une minorité, j'ose penser que c'est une très grosse minorité. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs là, pas loin de là où nous sommes ce soir, qu'il y a pas mal de gens à partir de fin d'après-midi qui vont faire des tests antigéniques. Une pharmacienne m'a confié la semaine dernière, alors je crois que c'est sur une semaine ou deux, qu'il y avait pratiquement 4-5 millions de tests antigéniques qui avaient été réalisés. C'est les chiffres, je crois, de l'ARS. À vérifier, je n'ai pas vérifié l'information, mais ce qui veut dire tout de même que moi, avec mon expérience et mon regard, quand je suis comme vous, tous dans la rue, que je passe devant les pharmacies, on voit bien qu'il y a énormément de gens aussi qui font la queue là pour faire des tests antigéniques. Donc on voit bien qu'il y a quand même une résistance d'une partie de la population à ne pas accepter qu'on partage ou pas une nouvelle fois la vaccination et qui passe bien entendu par les tests antigéniques. Et il faut rappeler, je termine par là, c'est que nous payons ces tests antigéniques. Non, ce n'est pas gratuit, chers amis, tout est payé puisque c'est la Sécu qui paye. Donc c'est nous contribuables que nous payons. Quand j'ai entendu Emmanuel Macron nous dire que, et d'autres nous dire que le vaccin était gratuit, que le test était gratuit, c'est entièrement faux. Voilà, nous payons, donc à un moment donné, il faudra aussi être précis dans les dépenses publiques. Continuons, voilà, donc c'est les questions qui me semblent intéressantes. Il y a aussi, tu as relaté alors le SMS de médecin suspendu. Je lis, hein, je dis, c'est la source, c'est ton compte Twitter. Allez voir le compte Twitter de Rémi Tell. Je lis, le système de santé meurt sous nos yeux dans l'indifférence. Lorsque j'ai demandé au Conseil national de l'ordre de m'adresser mon attestation d'inscription pour un poste à l'étranger, il croulait sous les demandes et il termine, ce médecin qui t'a envoyé ce texto, pauvre France. Donc c'est ça, le contexte c'est ça, c'est un texto que tu as reçu. Hein. Oui, alors bon, déjà, je précise qu'à chaque fois que je sors des échanges privés, évidemment, c'est avec la bénédiction de l'auteur de l'échange. Et l'anonymat également. Anonymat, et je reçois beaucoup de messages chaque jour et voilà, enfin, les gens peuvent m'écrire en confiance. Je ne fais pas de capture d'écran pour ensuite. Là, on s'était mis d'accord avec le médecin en question. Oui, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui s'en vont. Il y a beaucoup de médecins qui s'en vont. Ça a été complètement absent du discours médiatique. Mais il y a une grosse partie des professionnels du corps médical, paramédical suspendu qui tournent son regard aujourd'hui vers la Suisse, par exemple, pour, pour pouvoir continuer tout simplement à travailler. Et on voit bien qu'il y a rien de sanitaire dans les décisions qui ont été prises, parce que si c'était agi de permettre une bonne prise en charge des patients, bah, on aurait fait en sorte que les patients qui arrivent à l'hôpital, que ce soit pour des Covid graves ou autre chose, trouvent des médecins en face d'eux. Donc ça n'a absolument rien de sanitaire. Et on a détruit. Enfin, tu l'as compris, moi je viens plutôt de la droite classique, libérale,
je me mets maintenant à tenir des discours quasiment Che Guevaresque, mais c'est pas trop mon prisme initial. Mais enfin, la réalité, et on l'a bien vu aussi avec la crise, c'est on a détruit lentement l'hôpital public. Et que d'ailleurs, ceux-là même qui l'ont détruit, Jean Castex avec la T2A, lorsqu'il était secrétaire général adjoint de l'Élysée, sont les mêmes aujourd'hui à nous expliquer qu'on doit abandonner toutes nos libertés pour permettre à l'hôpital d'encaisser le choc de l'arrivée des patients Covid. Oui, parce que ce qui est étonnant, et c'est mes questions, c'est mes sujets, avec ce néolibéralisme, cette mondialisation et cette Union européenne qui agit, qui ne décrète par diktat, finalement, on fait baisser les dépenses publiques, donc l'hôpital public, on va tailler dedans, notamment dans le personnel soignant, pas dans l'administratif, mais dans le personnel soignant. Et aujourd'hui, finalement, même pas qu'aujourd'hui, on a fait payer quelque part aux Français le manque de moyens de l'hôpital public en mettant des mesures sanitaires restrictives, et je vais même dire coercitives, parce que l'hôpital public est à la couenne, finalement, est à la corde, est à l'os, pour parler de cette façon triviale. Et je trouve qu'on a fait payer aux Français aussi cette politique folle de mondialisation qui veut que les dépenses publiques soient absolument, on coupe dans le lard. D'ailleurs, par contre, à côté, on paye des cabinets de gestion américains de consultants comme McKinsey de 2 millions d'euros par mois pour gérer les différentes étapes de la crise sanitaire. Donc là, on est dans quelque chose qui est absolument effrayant de gestion. Toi, pareil, tu as un regard là-dessus aussi, cette privatisation du consulting, des consultants, Rémi? Sur l'hôpital, on nous a expliqué, y compris pendant la crise, tu sais qu'on a continué à fermer des lits, et notamment des lits de réanimation pendant En la crise. Île-de-France, source le canard enchaîné. Qu'on n'avait pas les moyens de maintenir ces lits. Et à côté, c'est 300 milliards de dettes nouvelles, parce que je pense qu'ils ont renversé en fait leur logique et ils ont compris que la dette, c'était aussi une forme d'asservissement. C'est-à-dire qu'on ne mord jamais la main qui nous nourrit. Et là, il va falloir se préparer à de longues années d'asservissement auprès de nos créanciers. Sur le conseil, en fait, plus personne n'est à sa place aujourd'hui. Plus personne n'est à sa place. Un François-Xavier Lescure, conseiller spécial Covid d'Olivier Véran, qui vient de Gilead, qui aujourd'hui est au ministère de la Santé. Demain, il retournera dans le privé, nécessairement. Mais de quel point de vue prend-il les décisions lorsqu'il les prend? Est-ce que c'est comme aujourd'hui conseiller du ministre? Est-ce que c'est comme ancien de Gilead? Il y a une confusion totale. Et ça, c'est bien avant le Covid, hein, Rémi. C'est bien avant le Covid. Mais j'en ai parlé hier soir avec Didier Maesto. Il faut lire Vincent Jauvert, Les Voraces. C'est un journaliste d'investigation qui vous montre, et c'était écrit avant le Covid, ça, qui vous montre effectivement le basculement, ce qu'on appelle le pantouflage et le rétro-pantouflage entre des hauts fonctionnaires qui vont dans le privé et qui du privé reviennent dans le public. Et finalement, la question, c'est de savoir quelle est l'identité de la casquette avec laquelle ils officient. C'est toujours pareil, ça. Et tu sais, le pire, je pense que la plupart d'entre eux sont de bonne foi, en plus. Je crois qu'en fait, ce sont de gentils corrompus et qu'ils n'ont même pas compris en fait qu'ils étaient corrompus et que c'est pour ça qu'ils agissent en pensant le faire dans l'intérêt de tous. Simplement, ils le font avec les informations qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Donc, Lescure, c'est ses petits copains de Gilead qui lui transmettaient des bulletins épidémiologiques et qui lui expliquaient que le remdesivir, c'était formidable. D'ailleurs, il a mené aussi une étude, c'est lui qui a été notamment le co-auteur de l'étude bidon sur le remdesivir. Bon. Et donc oui, il y a ce mélange des genres. Moi, il se trouve que il y en a notamment l'un d'entre eux qui est mon ancien professeur à Sciences Po. Je sais qui conseille chez McKinsey le gouvernement sur la stratégie vaccinale. Ces gens-là n'ont aucune expertise. Ce sont des purs produits, du pur politique, financier au mieux, mais ils n'ont aucune expertise dans la gestion épidémique. En fait, ce qu'on leur a demandé, c'est de préparer la fabrique du consentement. C'est pour ça qu'ils sont payés. Ils ne sont pas payés pour rationnellement répondre à un problème sanitaire. Ils sont payés pour préparer l'opinion à accepter les décisions qui ont déjà été prises pour résoudre ce problème ou pour prétendre résoudre ce problème. Et c'est d'ailleurs l'étonnement dont avait fait part le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui, dès le premier confinement, il avait avoué qu'il avait été surpris par la facilité déconcertante avec laquelle les Français
s'étaient confinés d'eux-mêmes et il avait trouvé que finalement, ça avait été très simple de faire le premier confinement. Voilà, ça serait plus compliqué aujourd'hui, hein, probablement, mais bon. Donc. Oui, mais alors oui, ce serait plus compliqué aujourd'hui derrière, ils l'ont intégré, mais le cynisme demeure, puisque récemment, je sais plus dans quel, c'était peut-être dans le Canard enchaîné, il y avait on rapportait les propos d'un conseiller ministériel qui disait de toute façon on peut tout leur faire accepter maintenant aux Français dès lors que ils savent qu'on les reconfinera pas. Euh, Oui, ça montre finalement l'idée qu'ils se font de nous. oui. Il y a une espèce de mépris de classe absolu, assumé pour certains, et on voit qu'ils n'ont aucune considération ou très peu pour nous, les sans-dents, les moins que rien, Oui. ceux qui ne sont rien et qui sont encore dans les gares, mais ils y sont plus dans les gares parce qu'ils n'ont pas le pass sanitaire, donc ils y sont Alors, plus. de fait, Nicolas, ils ont qu'à moitié tort. Ils ont qu'à moitié tort. Là, je relayais hier, il y a des syndicats enseignants qui appellent à la grève pour les salaires. Ok, très bien, bon, pourquoi pas. Mais qu'ont fait ces gens pendant 20 mois? On leur donne la responsabilité de gamins qu'on a empêchés au mieux d'apprendre, ils n'ont rien dit. Moi, j'ai des retours d'école. Hein, les parents d'élèves, ça les gêne pas pour 80% d'entre eux que les gosses soient masqués toute la journée. Quand on leur parle de la vaccination des enfants, il y a 80% des parents que ça gêne absolument pas. Et donc, on a aussi, nous, notre responsabilité. Et je crois que même la pire des tyrannies, ça reste toujours un dialogue entre le peuple et le pouvoir. Ils ont testé quelles étaient nos limites. Ils ont vu que il n'y avait pas de limites. Et donc, ils ont voulu. Est-ce que tu dirais, Rémi, j'écoute ton observation, est-ce que tu dirais, par exemple, que c'est même pire qu'une dépolitisation de la nation française, est-ce que tu dirais que finalement, il y a un arrachement, un déracinement de la citoyenneté de millions de Français? De Français, d'Occidentaux, de Terriens. Ouais. C'est les fameuses prophéties d'Aldous Huxley, hein, mais c'est la servitude rendue douce par la consommation. Combien, on a tous entendu ces discours de gens qui expliquent non, non, mais moi je suis prêt à tout dès lors que vous ne m'empêchez pas d'aller au restaurant, de regarder Netflix Thomas et Jefferson, Rémi. Thomas Jefferson. c'est Si vous ça. êtes prêt à dénier, à qu'on vous retire la liberté, un peu de liberté pour plus de sécurité, vous ne méritez ni une ni l'autre. On revient toujours à Thomas Jefferson dans cette Il y a situation. plus, il y a plus de conscience. Enfin, là, on est entre résistants, donc on peut se le dire un peu On tranquille. est sur un média libre, indépendant Voilà, et on je s'exprime. dirais pas ça sur un plateau de télé mainstream, mais il y a quand même un vrai problème d'effondrement intellectuel. Il y a plus de conscience, il y a plus de questions, il y a plus de. Bon bah voilà, moi j'ai vu même dans ma famille hein, des gens. Bon bah non, mon fils 13 ans, il faut qu'il puisse continuer à sortir avec les copains et donc il se fait vacciner sans la moindre interrogation sur ce que ça peut impliquer, ou même sur le principe d'ailleurs. La vaccination, ça pourrait être enfin, la vaccination du Covid-19 pourrait être 100% sûr que ça poserait quand même un problème de principe. Et les principes comptent. Voilà. Bon, après, il faut pas être trop défaitiste. On avait sorti aussi au début de la crise un texte d'Albert Camus qui analysait un sondage, c'était en 1955, je crois, et ce sondage révélait que pour 4% des Français seulement, la liberté était la plus chère des vertus. Déjà, Camus commentait en s'en désolant et en disant que 15 ans plus tôt, en 1940, ils étaient sans doute encore moins que 4%. Donc à nouveau, on a aussi des réalités humaines qui se répètent, mais on a le droit de continuer à s'en désoler. Alors, on me met un commentaire, on me dit que c'est l'inertie des masses, et moi, je rejoins ce commentaire en parlant toujours de masse molle. Donc, comme quoi, il y a toujours Oui, la masse là-dessus, mais je le dis souvent, en 42, il y avait 10-15 villes résistants dans ce pays, alors qu'on était 47 millions pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation allemande. Donc, vous c'est voyez, ça ça. faisait pas beaucoup de monde qui résistait en 42. Je voudrais on va dépasser le temps, mais c'est pas grave. Je voudrais qu'on prenne 5 minutes à la fin, et je pense que c'est un des sujets les plus piquants, Oui. c'est un des sujets les plus intéressants de cet entretien est passionnant, mais je voudrais qu'on parle parce que ça, c'est pas clair. Tu le disais, aujourd'hui, on se pose la question. Bon, on sait que Jean Castex, en chef, est en train de nous préparer
une prorogation de la loi pour prolonger le pass sanitaire. Donc on va l'enfiaffer, comme on dit chez moi, bien après le 15 novembre, semble-t-il, à moins que retournement de situation. Et il va se poser la question centrale, la question fondamentale finalement de la légitimité de notre démocratie, c'est l'élection présidentielle. Alors je vais citer mon copain Philippe David qui anime Les Vraies Voix sur Sud Radio, et il avait fait la matinale, il avait reçu Yael Braun-Pivet qui est la reine, qui est président de la commission des lois. Il y avait posé la question, parce que sur les réseaux sociaux on s'était posé la question bien entendu, savoir est-ce que le pass sanitaire, si le pass sanitaire était prorogé jusqu'en avril 2022, est-ce qu'il le faudrait pour aller dans l'isoloir? Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr d'avoir un démenti formel de la part de la majorité présidentielle, de la majorité parlementaire et même de la classe politique dans son ensemble. Qu'en penses-tu? Alors, ça a été une inquiétude pour nous depuis le début. Et dès le début mai, j'en avais parlé justement sur Sud Radio, ce qui à l'époque semblait complètement ahurissant, ce qu'il est de moins en moins. Et on voit que le gouvernement ne prend même plus la peine de démentir. Yael Braun-Pivet avait un jour indiqué que jamais et au grand jamais, elle n'accepterait de voter pour un pass sanitaire étendu aux Oui, il n'y activités a de la pas vie que elle. quotidienne. Il y a Mais, Véran, il y a toute une série de reines qui l'avaient dit. Hein. mais bon, on sait qu'ils se dédisent toujours, mais au moins ils prennent la peine de démentir dans un premier temps. Oui. Là, sur le Oui. pass sanitaire à l'élection présidentielle, ils prennent même plus la peine de démentir. Donc c'est la réponse. Alors moi, je l'ai pas vu passer. Donc peut-être que si un député d'AREM ou un membre de la majorité présidentielle qui nous regarde ce soir, je serais heureux de vous recevoir pour essayer au moins d'y voir plus clair. Mais moi, j'ai pas vu passer l'information de démentir. Mais Voilà. tu le sais bien, t'en as fait partie, on a été un certain nombre à poser publiquement la question. Il n'y a pas eu de réponse, il n'y a pas eu de démenti. Et donc, quand il n'y a pas de démenti, c'est une confirmation. Et, et évidemment, chacun comprend que là, on rentre encore dans autre chose. À partir du moment où on empêche une partie des citoyens de voter, ou parce que ça peut être aussi ça, hein, ça peut être la mise en place du vote électronique et ça se finit avec le scénario à l'américaine. Moi, je pense que, moi, je pense aujourd'hui, je pense qu'en fait, il y a trois scénarios. Je pense qu'il y a 10% de chances que l'élection présidentielle se passe à peu près normalement. Je pense qu'il y a 40% de risque qu'ils nous fassent la présidentielle avec le pass sanitaire. Donc là, mécaniquement, ça modifie la sociologie des votants. Et donc, ça va l'avantager considérablement, Macron. Et en plus, c'est la porte ouverte à toutes les fraudes. Et je pense enfin, et à mon avis, c'est un scénario qui a à peu près 50% de chances de se produire, de risque de se produire, qu'ils peuvent tenter d'aller jusqu'au bout sur la vaccination pour créer un climat vraiment de quasi-guerre civile, parce que les gens n'accepteront pas, les gens qui refusent aujourd'hui la vaccination ne Ne l'accepteront passeront pas le pas, selon toi, dans les pas. prochaines semaines. Ouais. Et donc, ça va créer une situation extrêmement tendue. Et là, on peut dire, bon, bah voilà, le pays est au bord d'insurrection, c'est pas le moment de faire une élection présidentielle. Et donc, on reporte l'élection présidentielle. Je sais que ça a l'air d'être complètement complotiste, mais quand il y a 4 mois chez Berkoff, je disais pas sanitaire dans les bureaux de vote. On peut pas toujours accuser le complotisme à partir du moment où on l'a dit. Ni toi, ni moi, et je suis éditorialiste politique, c'est mon boulot, la politique, j'en mange la nuit, le matin, le midi et le soir, je n'ai pas entendu le démenti. Donc à partir du moment où un pouvoir en place, une majorité présidentielle ou parlementaire ne dément pas fermement le fait du pass sanitaire qui serait maintenu pendant l'élection présidentielle, on peut se poser la question. Alors on te dira qu'aujourd'hui, il n'est pas sûr qu'à cette date-là, le pass sanitaire soit en vigueur. Mais vu les engagements qui avaient été pris sur les plateaux de télé en mai dernier, en avril dernier, sur jamais le pass sanitaire, jamais pour les actes de la vie du quotidien, on peut se permettre au moins dans un pays encore libre, démocratique, de pouvoir au moins se poser la question sans pour autant être taxé en permanente de complotisme. Parce que si on ne peut pas se poser la question, moi en tant que journaliste, ben, j'arrête mon truc, je vais faire autre chose en fait. Hein. Voilà. Non, mais complètement. Mais à mon sens, là, la question, ils y ont répondu par leur silence. Je le crois vraiment. On connaît la mécanique, hein, ils disent blanc, noir pour revenir sur le blanc et ils ont bien compris que le temps. Alors, je pense que le temps joue contre eux pour plein de raisons, mais ils jouent dans leur sens
pour l'une d'entre elles, c'est l'habituation. Et donc, ce qui est intolérable en septembre 2021 devient acceptable en décembre. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de commentaire sur le pass sanitaire à l'élection présidentielle. Je pense qu'ils ont déjà décidé de le maintenir à l'élection présidentielle. Mais comme c'est pas audible aujourd'hui, ils attendent un petit peu. À nouveau, hein, si en mai, si Macron avait fait sa déclaration en mai, il y aurait eu une réaction bien plus forte. Les gens se sont habitués entre mai et le 12 juillet. Et ils comptent sur le. Et entre nous, demain, ils annoncent le pass sanitaire à l'élection présidentielle. Je pense que ça soulèvera pas un tollé monumental. Hein. Ben, on verra bien. Le temps sera juge de paix parce que c'est le but de le sens de l'histoire aussi, c'est souvent le juge de paix, parfois pas aussi. Mais d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, Emmanuel Vargon l'a dit cette semaine sur France Info dans la matinale. Elle a dit grosso modo en substance, finalement, le pass sanitaire, on s'y est bien habitué, donc ça va bien, tout va bien. Elle l'a dit sur France Info, c'est sur Putsch Média. Allez voir l'article et même la vidéo où elle est sur France Info. Donc elle dit concrètement que ça a été bien accepté par tout le monde et que finalement, c'est pas si dérangeant le pass sanitaire pour les uns et les autres. Je suis pas sûr qu'on ait le même avis avec la ministre de la Transition, hein, voilà, déléguée. Concrètement, je pas cet avis-là, mais bon, peu importe. Voilà où on en est. Donc, effectivement, on peut au moins se poser des questions. C'est le but. C'est le but de cette émission. Putsch Live, vous êtes très nombreux, près de 2000 sur tous nos réseaux ce soir. Merci beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas à partager hein, pour essayer de contrôler les algorithmes parce que je vous le dis, à ce moment, on a des audiences un peu bizarres. Donc, vous êtes aussi nos ambassadeurs. C'est vous qui partagez sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch, sur Twitter. N'hésitez pas à retweeter, à partager. Abonnez-vous à la chaîne et aidez-nous ou abonnez-vous à Putsch Média. Vous avez d'excellents sujets qui sont en train de sortir sur Putsch Média, vous verrez. Je vais laisser le mot de la fin à Rémi. Nous avons largement explosé bien entendu le temps, mais c'est pas grave, c'est le temps de la démocratie et comme il est fait de plus en plus mauvais temps, on se donne le temps d'une éclaircie pour continuer à essayer de parler librement tant que c'est encore possible. Rémi, dernier mot pour finir. Ouais, merci à toi beaucoup de m'avoir accueilli, de m'avoir laissé m'exprimer. Et peut-être quelques mots à destination de ceux qui nous regardent et qui sont désespérés. Je les comprends. On a tous traversé des moments de faiblesse et d'inquiétude. C'est dur, ménagez-vous, ça va être un combat de longue haleine. Il faut aussi que vous puissiez prendre des moments où vous faites autre chose. On ne peut pas être dans la résistance 24 heures sur 24 parce que sinon on va tous se tuer. Mais chacun d'entre vous avait dans votre entourage un petit garçon, une petite fille qui est plein de vie et auquel il est toujours bon de penser quand on perd un peu le moral. Parce qu'à la fin, c'est pour ces enfants-là qu'on se bat. Voilà. Parce qu'il leur reste beaucoup de temps à vivre dans ce monde et on veut qu'ils puissent habiter un monde à peu près vivable, justement. Pensez à ces enfants. Serein, apaisé, voilà, merci pour tes mots. Rémi Tel, je te présente, cofondateur du Peuple Libre, un collectif de citoyens engagés dans la reconquête des libertés perdues depuis le début de la crise sanitaire. Vous avez été très nombreux ce soir pour ce nouveau rendez-vous de Putsch Live. Le prochain, c'est jeudi soir à 18h, émission spéciale Québec-Canada avec des francs-tireurs, des gens qui n'ont pas froid aux yeux dans leur déclaration. Ils seront en duplex de Montréal pour nous. Donc vous allez voir, c'est assez intéressant et il faut aussi s'intéresser à ce qui se passe là-bas et on parlera aussi de crise sanitaire parce que c'est toujours bien d'avoir un œil, que ce soit en Australie, que ce soit en Suisse, que ce soit en Angleterre ou au Canada. Merci beaucoup en tout cas Rémi d'avoir été là ce soir, d'avoir accepté mon invitation. On se retrouve donc jeudi soir. D'ici là, continuez. Et surtout, vous le savez, je vous le dis en permanence, bye bye, vive la démocratie. Salut!